Sécurité routière, la ville de Pointe-Noire investit dans la prévention auprès du jeune public. Pendant une semaine, les élèves de 6 écoles de la commune ont été sensibilisés sur les bons comportements à adopter sur la route. C'était une expérience à vivre. Les étudiants des filières scientifiques de l'Université des Antilles ont fait décoller leurs fusées chimiques. L'occasion pour nous de nous intéresser à ces filières. L'enseignant-chercheur Jimmy Nago sera l'invité de cette édition. Il était tout sourire hier soir. Le réalisateur Jean-Claude Barnier a enfin pu dévoiler l'intégralité de son film, Le Gang des Antillais au Rex de Pointe-à-Pitre, un thriller haletant dont nous parlera Karen Diama. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. En une fraction de seconde, par manque d'attention ou à cause d'une conduite à risque, le pire peut survenir sur la route. Pour éduquer les jeunes générations à adopter les bonnes attitudes, la police municipale de Pointe-Noire a organisé tout au long de cette semaine des ateliers de prévention routière avec 6 écoles primaires. Ce vendredi venait clore cette semaine riche d'enseignements. Reportage Patrick Curie, Moïse Dexter et Nathalie Dinan. Dans le cadre de la semaine de la sécurité, les agents de la police municipale de Pointe-Noire ont rappelé aux enfants les règles et les bons gestes à effectuer quotidiennement. Il faut savoir que les agents de police municipale, nous assurons la surveillance école, à l'entrée et à la sortie des écoles et tout. Et effectivement, on ne peut pas assurer sur le territoire de Pointe-Noire, en tout cas toutes les écoles. On assure celles qui nous paraissent, en tout cas où notre présence est plus indispensable. Donc le MAO, donc où on est aujourd'hui, l'école du Bourg et l'école de Bailly-Argent pour le territoire de Pointe-Noire. Mais à ces occasions, effectivement, on constate qu'il y a des manquements, des parents qui ne respectent pas toujours les choses. Les enfants ne sont pas toujours assis à leur place, c'est-à-dire derrière, s'ils n'ont pas l'âge requis, ils ne sont pas dans les sièges. Donc on fait des rappels à l'ordre, mais à mon avis, ça rentre et ça ressort. Donc là, en touchant directement les enfants, le message va passer. Sachant que ça fait partie de nos missions en tant que policiers municipaux de faire passer ce message. Parce que déjà on assure, mais aussi rappeler toutes ces règles de sécurité et ces règles de citoyenneté tout simplement. Après plus d'une heure de démonstration de l'équipement de sécurité et de projection de vidéos éducatives, les écoliers ont bien retenu les consignes. Qu'il faut regarder pour traverser, il ne faut pas traverser dans un virage et il faut faire un signe de la main pour que les voitures nous voient. Et il faut porter des genouillères qu'on est à roller, à vélo, avec un casque et une trottinette. Et le soir, il faut porter des linges de couleur. Je lui tiens la main et je traverse en même temps que lui, mais je dois le mettre devant moi. Il faut toujours s'attacher et bien fermer la porte. À moins de 10 ans, il faut toujours être à l'arrière. Et si ta maman te dit d'aller devant et que tu as moins de 10 ans, tu dois aller à l'arrière. Et si tu es trop petit, il faut avoir un siège auto. Une bonne initiative que les écoliers ont mis en application avec beaucoup d'enthousiasme. Après cela, ils seront de bons ambassadeurs pour transmettre ces mêmes règles. Que faire en cas d'attaque terroriste dans une école? C'est l'objet des exercices réalisés dans tous les établissements scolaires de la Martinique. Sous la direction de l'académie, les élèves ont suivi une simulation d'intrusion dans leur établissement. Voyez le compte-rendu dans un collège situé à Lamentin avec Loïc Régis. Ce rectorat vous informe qu'un groupe armé a fait des victimes et il vise des établissements scolaires. Mettez-vous à l'abri. Allez, 100. Oui, ça y est, Madame Priva. Est-ce que vous pouvez déclencher l'alerte? L'alerte est donnée, il faut rapidement mettre les enfants mais aussi le personnel à l'abri. Le collège est totalement confiné, personne ne peut rentrer ou quitter l'établissement. Derrière ces murs, un protocole de sécurité est appliqué. Nous n'avons pas l'autorisation de le filmer car il reste confidentiel. L'exercice a duré un peu plus d'une heure. Il fallait se mettre sous les tables, ne pas parler, fermer les fenêtres, se mettre dans les tables contre les vitres pour ne pas qu'ils nous voient et essayer de faire le moins de bruit possible. On a eu peur, on est allé à côté des vitres, quand on a entendu la sonnerie, on a sursauté, mais sinon ça s'est bien passé. On peut se dire un jour que ça va arriver, mais pour l'instant nous ne voyons pas le danger. Une simulation inédite dans les écoles.
Objectif, adopter les bons gestes, ceux qui peuvent faire la différence en cas d'attaque et sauver des vies. Il ne faut pas seulement penser aux attentats, il faut aussi penser qu'on peut avoir une intrusion d'une personne malveillante et qu'il faut se mettre à l'abri. C'est vrai que l'attentat, c'est une situation qui peut paraître exceptionnelle, mais une intrusion d'une personne qui serait déterminée à vouloir agresser doit nous conduire effectivement à nous mettre à l'abri. L'Académie de Martinique est le relais de cet exercice coordonné par le ministère de l'Intérieur et l'Éducation nationale. Le bilan de l'opération est positif, les pistes de réflexion sont en cours. L'objectif, c'était de détecter quelles étaient les pistes d'amélioration, quelles étaient les faiblesses, comment on pouvait. Et donc, l'exercice a eu lieu, l'exercice s'est déroulé. On a pu noter ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait moins bien. Et donc, on peut vraiment travailler sur la sécurité des élèves. En tout, 300 établissements ont réalisé cette simulation ce matin. Le rectorat prévoit de réitérer ce type d'exercice durant l'année. C'est une première en France. Mardi dernier, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a inauguré une salle d'injection destinée aux toxicomanes à l'hôpital Lariboisière situé dans le 10e arrondissement de Paris. Elle proposera aux toxicomanes du matériel stérile afin qu'ils puissent consommer leur drogue. L'objectif est d'éviter qu'ils ne la consomment sur la voie publique, tout en limitant les risques d'infection liées aux maladies comme le sida ou l'hépatite C. Une autre salle de ce type devrait d'ailleurs ouvrir ses portes à la fin du mois à Strasbourg. Comment percevez-vous ces salles? Faut-il réglementer la consommation de drogue? ATV Guadeloupe a cherché à connaître votre avis. On écoute vos réponses. Je dis que oui quand même, parce que ça évite quand même les contaminations. Ça évite les contaminations. Et non, c'est aussi la porte ouverte à tout. Réprimander parce qu'il y a trop de jeunes qui arrivent dans ce monde et qui vont récupérer les mêmes saloperies qui sont déjà là. Voilà. Et ça, c'est pas bon. En fait, je trouve que c'est bien en fait qu'ils ont fait une centre. Comme ça, les drogués, ils vont directement dans le centre. Et puis bon, voilà, ils font leur truc. Ça sera beaucoup plus en sécurité pour tout le monde aussi. Il y a trop de gens qui font des trucs, des délinquants, des trucs, et agressent les gens, ils font tout le truc, un peu de trucs. Donc tu voudrais réprimander en fait? Oui, oui. Je suis plus pour réprimer parce que ça va freiner un peu ces personnes qui s'adonnent à la drogue et que c'est aussi mauvais pour eux et non seulement pour la personne qui vit à côté, parce que moi je subis en ce moment. Et je serais mieux, plus d'accord pour réprimer que d'ouvrir une salle pour... non. Moi je dis qu'il faut réprimander parce que regardez le fléau que ça fait les jeunes et aux chutes, regardez ce qu'ils ont fait à leur couple là. Moi je dis qu'il ne faut pas donner à les jeunes un endroit, non. Au contraire, il faut supprimer ça. C'est vraiment du n'importe quoi. Parce que dans le monde actuel où nous vivons, quand nous voyons tout ce qui se passe autour avec la drogue, la consommation de la drogue, je pense qu'il vaut mieux sévir dans un premier temps et guérir. C'est-à-dire peut-être ouvrir cette salle, mais amener un accompagnement pour pouvoir progressivement aller vers l'arrêt de cette consommation de drogue, parce que c'est pas bon, c'est pas une bonne chose. De la connaissance à l'investigation expérimentale, les étudiants des filières scientifiques de l'Université des Antilles viennent de passer le cap. Ils ont mené une série d'expérimentations pour réaliser et faire décoller une fusée chimique au campus de Fouillol aujourd'hui. Ce test s'inscrit dans le cadre de la Semaine des sciences. Géminago, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes le professeur qui a justement supervisé cette expérience. Linda Kayarsi a immortalisé ce décollage. On regarde son reportage. Dans une poignée de minutes, ces étudiants découvriront un cas pratique scientifique, le lancement d'une fusée chimique. Ça nous valorise de pouvoir les aiguiller, disons, pour qu'ils visualisent un peu la chimie pratique, pour les montrer comment les réactions se forment et ce qu'on obtient à la fin. Pour mener à bien cette expérimentation,
Une fusée rudimentaire, conçue avec des matériaux recyclés, mais surtout une bonne dose de connaissances en chimie. Il s'agit de bicarbonate de soude utilisé aussi pour laver la langue des bébés et donc de vinaigre dont le composant principal est l'acide acétique. Et en mélangeant donc ces deux composés, nous arrivons donc à produire du CO2 qui va produire une pression, qui sera sous pression puisque le volume n'aura pas augmenté et cette pression sera libérée par un petit orifice, c'est le principe de la tuyère. Donc l'on va donc libérer une grande quantité de gaz et cela va permettre une poussée. Bon, on a l'habitude d'avoir des cours très théoriques. Donc, en fait, là, avec la démonstration, on a pu voir le déroulement de la réaction chimique et ça nous a vraiment aidé à comprendre. Parce que c'est vrai que la théorie nous aide, mais de voir avec un TP une démonstration, c'est beaucoup mieux, ça image et puis comme ça reste un peu plus en mémoire. Mission accomplie pour l'UFR Sciences, qui veut changer les regards sur sa discipline en mêlant théorie et pratique. Ça fait un certain nombre d'années que nous réfléchissons à comment intéresser les étudiants aux enseignements de première année qui sont parfois un peu théoriques, c'est ce que nous disent les étudiants. Même si nous avons beaucoup de pratiques, ils pensent que c'est un peu déconnecté de la réalité. Et on réfléchit depuis un certain nombre d'années sur comment rendre les cours plus intéressants. Et l'année dernière, nous avions mis en place un projet transdisciplinaire où nous avons commencé à discuter avec les collègues de physique, de chimie, de mathématiques et d'informatique pour savoir comment on pourrait mettre en place un projet qui fasse collaborer toutes ces disciplines. Une fois de plus, la fête de la science a trouvé un écho au campus de Fouillol. Jimmy Nago, vous êtes enseignant-chercheur et directeur des études du portail qui regroupe toutes les filières scientifiques des premières années à l'UFR de sciences. Alors, on l'a compris, l'idée c'est de rendre les sciences beaucoup plus vivantes, beaucoup plus concrètes. On sait aussi que ces filières attirent de moins en moins les jeunes depuis quelques années. Qu'est-ce que vous leur proposez justement pour leur donner envie d'emprunter cette voie? Alors, ils savent personnellement que, de toute façon, pour intégrer le marché de l'emploi, il faut des diplômes. Ici, on essaie d'illustrer, comme on l'a vu, en montrant le lien qu'il y a entre toutes les matières. Comme l'a dit M. Maléclair tout à l'heure, ils arrivent et ils n'arrivent pas à faire le lien. Ils disent « ouais, je fais des maths, je fais informatique, etc. » Et il s'agissait ici pour nous de montrer que tout ce qu'ils voient, en fait, s'insère dans la vie qu'ils connaissent. Et justement, le cas de la fusée permettait de mettre en lien l'ensemble de nos matières et pouvoir illustrer, en fait, par la chimie, le décollage de la fusée était justement le point d'ancrage, en fait, pour attiser leur attention sur les autres matières. Donc il faut savoir que cet enseignement-là est sur tout le semestre. Donc on a commencé par la physique qui a mis en place tout le système de forces, en fait, qui sont en balance pour le décollage de la fusée. Ensuite, il y a la chimie qui a pris l'initiative d'illustrer tout ça avec les réactions chimiques. Après, nous allons passer aux mathématiques, parce que sans mathématiques, on ne peut pas mettre en place tout ce système. Donc, nous allons modéliser tout ça en mathématiques. Et nous allons finir avec l'informatique pour, cette fois-ci, simuler ce même décollage de fusée sur nos ordinateurs. Alors, c'est très ludique et intéressant d'être un peu un apprenti sorcier, j'ai envie de dire. Mais est-ce qu'il y a des perspectives en matière d'emploi ? Alors, tout à fait. Dans nos matières, en mathématiques, physique, chimie et informatique, je peux te donner, en mathématiques, par exemple, il y a des métiers qui arrivent, comme le métier d'actuaire, en fait, d'analyste, qui vont pouvoir s'insérer dans les banques, chez nous ou ailleurs. En chimie, nous avons tout ce qui est matériaux innovants, en fait. Dans notre contexte, il y a un climat qui nécessite des matériaux qui résistent au temps. Donc, il y a de la recherche qui se fait dans ce domaine-là. Donc, des étudiants qui participent, en fait, à ces matières-là peuvent créer de nouvelles choses. Pour ce qui est de la physique, par exemple, nous avons tout ce qui est énergie renouvelable. Ici, nous sommes dans un contexte où nous avons les vents, le soleil, tout ça. Donc, nous avons besoin de ces étudiants-là pour apporter de nouveaux souffles, pour nous permettre de créer de nouvelles choses. Et justement, ils peuvent s'insérer en fait, dans ce contexte-là, dans les collectivités locales ou dans les organismes de recherche, pour apporter de nouvelles choses. Pour finir, avec l'informatique, nous allons
Dans ce cas, vous voyez, par exemple, le cas de la fusée, on est obligé d'acheter du matériel pour faire les choses. Dans le cas de l'informatique, nous allons modéliser les éléments et ici, on a besoin de personnes pour mettre des algorithmes en place pour permettre de savoir à l'avance ce que pourront faire différents systèmes, en fait, que ce soit dans le domaine des collectivités locales, etc., pour mettre en place des choses. Et toutes ces perspectives que nous donnons trouvent en fait des acteurs en fait, dans le contexte local et aussi international. Donc, ils peuvent s'insérer en fait, avec ce qu'ils voient en fait, dans le portail MIPC. Alors, les différentes réformes qui ont modifié le paysage de l'enseignement supérieur, ou en quelque sorte, en tout cas, elles ont favorisé une certaine forme de concurrence entre les universités. Est-ce que l'UFR de sciences du campus de Fouillol fait le poids? Est-ce que vous êtes devenu une niche d'excellence? Mais comme je dis, en fait, comme vous dites, on a donné le plein pouvoir à la région pour mener en place, en fait, toutes les politiques de recherche. Donc nous, nous insérons dans ce contexte-là pleinement et par le contexte où nous sommes une entreprise, une université d'excellence grâce au contexte où nous sommes, parce que nous avons tout ce qu'il faut pour l'énergie renouvelable, nous sommes bien insérés dans le contexte. Donc, l'essentiel pour nous, c'est pouvoir utiliser tout le système qu'on a ici pour exporter en fait notre savoir. Le contexte est là, mais est-ce que l'expertise y est? L'expertise y est. Nous sommes des enseignants-chercheurs. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons effectué aussi nos cursus ici ou là-bas, et nous avons l'expertise. Nous sommes des enseignants-chercheurs. Nous produisons de la recherche, nous produisons des articles qui sont au niveau national et international. Donc nous avons l'expertise aussi ici. Alors en parlant de recherche, on peut parler lorsqu'on parle de recherche, on est obligé de parler d'argent. Est-ce que vous êtes confronté, vous aussi, à des difficultés financières? Oui, comme toutes les universités, on est tous confrontés à des difficultés financières. Mais comme je dis, chacun essaie de trouver le moyen de s'en sortir. En fait. Donc nous avons des dotations ministérielles en fait, par rapport à nos compétences, notre production en fait, au niveau international, mais nous allons aussi vers les collectivités locales pour leur apporter du savoir, des compétences, et nous essayons de construire des projets avec eux pour pouvoir financer nos recherches aussi. Donc, toutes les universités, je pense, sont dans le même contexte. Donc, nous essayons de s'en sortir en fait, en tablant sur les apports que nous apporte notre insularité. Alors, les instances locales font appel à votre savoir, en tout cas. Vous êtes sollicité sur de nombreuses questions, l'économie d'énergie, et bientôt, probablement, sur le cyclotron. Tout à fait. Ils nous ont contactés récemment par rapport Donc, le cyclotron amène de nouvelles politiques. Par exemple, en chimie, il va falloir trouver de nouveaux marqueurs pour déceler certaines maladies chez les personnes. Ces nouveaux marqueurs vont devoir être suivis, par exemple. Et en traitement d'image, par exemple en informatique, nous allons un large chemin qui s'ouvre à nous pour pouvoir trouver de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques pour pouvoir marquer, suivre en fait les différentes maladies dans le corps humain. Donc justement, l'arrivée du cyclotron est une aubaine pour nous, justement. Jimmy Nago, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous partons pour la Guyane, restez avec nous. 2 nouvelles passerelles d'embarquement s'installent à l'aéroport Félix-Éboué. 2 appareils de haute technologie qui devraient améliorer en tout cas le service proposé aux voyageurs. Un investissement de plus d'1 million d'euros. Le reportage de Jonathan Lariot à TV Guyane. Les regards sont concentrés. Chaque mouvement est crucial pour que s'emboîtent avec précision les pièces de ce puzzle grandeur nature. Mais après quelques minutes, les 2 pièces n'en forment plus qu'une, une passerelle d'embarcation longue d'une vingtaine de mètres. Elles sont au nombre de 2 à être installées au cours de ces 2 derniers mois à l'aéroport Félix-Éboué. Les particularités de cette passerelle sont toutes les dernières technologies déjà. C'est-à-dire qu'il y a les contrôles d'accès maintenant directement dans les passerelles. Avant, on était obligé de les rajouter. Il y a l'anti-rétraction pour si quelqu'un met son bras par inadvertance sur la passerelle. Donc la passerelle s'arrête. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités. C'est un besoin de vraiment changer les passerelles qui étaient vieillissantes. 1 300 000 €, un investissement conséquent pour remplacer un équipement vieux de 20 ans. Sur place, une équipe composée d'une dizaine de personnes mène les opérations et arrive lentement mais sûrement à la pose de la 2e passerelle. Ces anciennes passerelles qui étaient en place depuis la création du nouvel aérogare, donc depuis 1998. Il était donc temps de les changer et de passer à des passerelles de nouvelle génération avec des automates plus performants. Au niveau du traitement des avions, on peut s'ouvrir à un panel plus important de types d'avions puisque ces passerelles sont encore une fois de nouvelle génération. Donc on peut accueillir de plus petits avions que ceux qu'on pouvait accueillir jusqu'à maintenant en passerelle. Donc c'est un service supplémentaire pour les compagnies aériennes. Sur les 2 passerelles, une est déjà en service depuis quelques semaines.
Pour l'autre, environ 3 semaines d'attente sont encore nécessaires, mais l'achèvement des travaux devrait coïncider avec le début des vacances scolaires, qui est synonyme d'une période de haute fréquentation. Restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Révision de vos connaissances pour faire un bon petit déjeuner avec nos aînés. Et puis nous irons dans les salles obscures où a été acclamé le dernier film du réalisateur guadeloupéen Jean-Claude Barny, Le Gang des Antillais. Et de nombreuses communes ont initié des ateliers de sensibilisation au goût cette semaine. La ville de Petit-Bourg n'était pas en reste. Elle a proposé au jeune public de découvrir les bienfaits du petit déjeuner comme le préparaient jadis nos aînés. Moïse Dexter, Nathalie Dinan et Patrick Curie ont d'ailleurs retenu quelques leçons. On regarde. En temps longtemps à nos jours, voici le thème du petit déjeuner servi à l'école de Montebello à Petit-Bourg. Dans le cadre de la semaine du goût, la ville a voulu sensibiliser les jeunes aux saveurs matinales de nos anciens. Nous avons fait on a découvert ça mon en temps longtemps t'es qu'à manger. Donc je là c'est cacao t'es qu'à manger, donc on a fait chocolat à base de cacao et aussi farine manioc. Donc on a mangé à veille. Et donc pour ça, il y a découvert quel produit là et qui j'en moun longtemps de manger avec cassave. Donc nous avons mangé aussi cassave. Donc avec plusieurs parfums, donc il y a coco, il y a goyave, il y a banane. Comme ces produits locaux nous promouvoir. Donc c'est pour ça que nous faisons ça à Jodla. Et nous avons fait paradoxe là avec petit déjeuner à Jodla. Parce qu'il y a mangé en temps longtemps, mais nous avons mangé à lait. Normalement, ça m'a mangé Jodla. Le repas le plus important de la journée à la façon des anciens, apprécié des tout petits. Parfois, je prends un petit sandwich fait maison avec du chocolat, avec du jambon, du fromage, du beurre et avec un peu de lait au chocolat. Oui, je l'ai apprécié. J'ai mangé des bananes, de la cassave, du lait et du chocolat. J'ai beaucoup apprécié le manioc et le chocolat. Chocolat, oui, mais pas les autres. Souvent, je mange aussi des bananes. Pour d'autres, c'est une découverte un peu particulière. Je l'ai trouvé bon, mais je le préfère quand même au petit déjeuner. J'ai du mal aussi à croire que c'est ça qu'ils vivaient en temps longtemps. Mais sinon, j'ai bien apprécié. Hein. C'était très bon. J'ai apprécié la façon dont on nous a fait goûter. Quand on nous a donné le chocolat au début, c'était impressionnant parce que normalement, on croyait qu'il allait avoir des fruits, mais il y a eu aussi du chocolat. Et la cassave, comment t'as trouvé la cassave? Très bonne. Une manifestation qui avait pour but de réapprendre le bon goût d'antan aux plus jeunes, équilibrée avec un apport calorique suffisant pour tenir jusqu'au déjeuner. Et il existe un quatrième repas à ne pas négliger. Il s'agit du goûter, très important pour favoriser la croissance des enfants. Encore faut-il savoir composer cette pause détente de sorte qu'elle ne soit ni trop salée, ni trop sucrée. Anaïs Gall d'ATV Martinique a creusé le sujet. On regarde. On a fait avant de manger les bananes, avant de les couper. Très bien, parce qu'on ne mange pas la peau des bananes. Ensuite, des oranges. Des fruits frais et juteux pour le goûter, de quoi mettre l'eau à la bouche des petits gourmands. À l'école maternelle de Bas-Mission, l'encas de 10 heures est un moment de partage où chacun trouve son petit plaisir. Des raisins. Et quoi d'autre? Des oranges. Des oranges. Tu aimes bien les goûter à l'école où tout le monde mange la même chose? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai mamie chose et moi de la compote. Ici, pas de jaloux. Avec le goûter collectif, tout le monde mange la même chose à la récréation. En général, des fruits que les parents fournissent à tour de rôle pour la classe de leur enfant. Il y a un roulement de parents, donc un planning qui est établi dès le début de l'année, pour toute l'année, où chaque parent sait déjà à l'avance quel jour, et il est libre de porter les fruits, hein, surtout des fruits, parce que nous insistons, nous essayons de lutter contre l'obésité infantile et contre les erreurs alimentaires, donc biscuits un peu gras, un peu chimiques à éviter. Les parents se sont inscrits très vite dans le cadre de cette action. Surtout que ça les arrange un peu parce que financièrement, ça représente un goûter, nous avons évalué à peu près 10 € par jour.
Bénéfique pour la santé et pour le porte-monnaie, le projet Carambole a été initié par la ville et la CACEM en collaboration avec l'Éducation nationale et le ministère de la Santé. Objectif, privilégier une alimentation saine et éviter les mauvaises habitudes pour le goûter. Faire en sorte qu'il y ait une éducation à la santé, une éducation avec les familles sur le bien-être à l'école et sur l'alimentation. Par rapport à l'explosion de l'obésité que l'on constate dans notre société. Nous espérons que justement ces bonnes habitudes-là, prises à l'école, permettront aux adultes qui seront demain d'avoir conscience de l'importance d'une bonne santé. Et qui en plus, au niveau de l'école, évidemment, puisque nous sommes éducation nationale, une bonne santé est gage de bien-être et le bien-être favorise la réussite scolaire. Si certaines écoles font le choix du goûter collectif, ce n'est pas une obligation pour les établissements. Ailleurs, les enfants viennent en classe avec leurs propres provisions. Ce sont alors les parents qui décident. Généralement, on donne une compote, un fruit et un laitage, accompagné des fois d'une petite chocolaterie. Si c'est la saison des fruits, donc je donne des fruits. Sinon, ça peut être des petits gâteaux ou du jus. Ça dépend de ce qu'on a en fait. On évite de donner trop de trucs sucrés, des biscuits. Je fais vraiment l'effort de varier les goûters des enfants, de ne pas rester sur le schéma classique des petits biscuits fourrés ou autres. Pourtant, pâtisseries, chips et surtout jus sont encore souvent présents dans les cartables. Pour ce nutritionniste, les conséquences de cette alimentation sont désastreuses pour la santé. On prépare des obèses et des diabétiques. La moitié des enfants de moins de 15 ans sont obèses ou en surpoids. Il faut faire attention, hein. On est en train d'aller à la catastrophe. On va dans le mur. Si un goûter équilibré est nécessaire, c'est surtout au petit déjeuner que tout se joue. Le petit déjeuner il est primordial parce qu'il faut nourrir les cellules dès le petit matin. Et on commence à avoir faim 20 minutes après le réveil. Et les enfants, s'ils veulent passer une bonne journée de travail, il faut qu'ils mangent convenablement. Il faut manger des protéines le matin. Il faut manger non sucré. Les protéines, c'est quoi? C'est jambon, fromage, œufs. Il faut habituer les enfants à manger cela. C'est notamment par l'alimentation que les enfants déterminent leur santé future. Il n'est donc jamais trop tôt pour adopter les bons réflexes, sans pour autant oublier de se faire plaisir. Et hier soir, la salle du cinéma Rex de Pointe-à-Pitre était comble. Elle recevait en avant-première la diffusion du très attendu film de Jean-Claude Barny, Le Gang des Antillais. Le réalisateur guadeloupéen a ainsi pu présenter à son public l'histoire de Jimmy Larivière, un Antillais arrivé à Paris dans les années 70 en plein Bumidum avec l'espoir de refaire sa vie. Reportage Karen Diama. Inspiré d'une histoire vraie, Le Gang des Antillais relate l'histoire d'un jeune Guadeloupéen en conflit avec son père. Mon père était un vieux nègre en colère. Pas une fois j'ai pu capter l'éclat de son rire. Son visage n'était que mystère et sévérité. Quand il me ravageait le dos avec sa courroie, je fantasmais sur sa mort. Et pourtant je l'aimais. Il est mort 3 jours avant mon départ. Arrivé en France et devenu père d'une petite fille dont la mère est décédée, le jeune Guadeloupéen prendra alors la décision de rejoindre un groupe de malfaiteurs, un choix qui changera à tout jamais sa vie. Ne crie pas! N'ayez pas peur! On est juste venu chercher de quoi remplir nos poches trouées. Et on fera tout ce qu'il faut pour repartir heureux de notre visite. Allez. Quand vous faites ce qu'on vous dit, vous serez vite tranquille. Tourné en grande partie en France hexagonale, le réalisateur n'hésite pas à rappeler les Antilles dans sa bande sonore. Moi vrai, un bon voyage en avion. Moi vrai, cinéma, moi manger, moi bien vrai, moi dormir, moi lever. Avant c'était français, moi t'es qu'à parler, mais les moi arrivé à Paris. Ou encore avec l'apparition de quelques grandes figures locales. À quoi elle ressemble? Cheveux longs, la quarantaine. Elle boite un peu depuis l'accident là-bas. Pendant près d'1h30, Jean-Claude Barny a voulu plonger le spectateur dans l'atmosphère particulière de cette époque où l'homme noir cherchait encore sa place dans une France en pleine mutation. Un pari réussi, à entendre les applaudissements à l'issue de la projection.
C'est un film... c'est pas un film entier en fait, c'est un film qui peut parler à tout le monde. Et je conseille à tout le monde de le voir parce que au-delà de tout, ça reste une histoire universelle et qui nous concerne tous. Très bien. J'ai beaucoup aimé. Très beau film. C'est à voir. Ça nous montre encore une fois l'unité qui doit régner au sein des Antillais. Et j'espère que ce film-là fera prendre conscience que nous devons créer l'unité parce que la division ne nous rend pas service. Une émotion ressentie aussi bien par les spectateurs que par le réalisateur. Beaucoup d'émotions, essentiellement, et c'est vrai que le public a réagi au-delà des espérances, parce que c'est vrai que quand on propose un film aussi engagé, on a toujours peur qu'il y a d'abord une sorte de refus, mais je crois que notre population a besoin vraiment d'aller très loin dans la revendication. Et je crois qu'ils ont aimé la forme et le fond, et pour moi c'est très important, quoi. Ce soir, toute l'équipe sera au Madiana pour la dernière avant-première, avant la sortie officielle qui a lieu ce samedi. Place aux informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à Géant Casino à Bas-du-Fort à Gosier de 8h30 à 13h. Et puis dans la même commune, en vue de la Toussaint, des travaux de rénovation sont autorisés jusqu'au 29 octobre dans les cimetières, aux horaires d'ouverture. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à appeler la municipalité au 84 29 95 d'ici lundi, bien entendu. Et puis à Vieux Habitants, un forum des associations aura lieu demain à Géry de 9h à 15h. Il est peut-être toujours possible de s'inscrire. En tout cas, voilà, vous avez rendez-vous demain, samedi 15, de 9h à 15h. Et si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou à nous envoyer un email à rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour les rappels des titres de ce vendredi 14 octobre.